Il reste invisible, mais prend de l'ampleur et dérègle le climat. Il sature les océans et l'atmosphère. Il prend de vitesse tous les secteurs de l'activité humaine. La saga de Mr. Carbone se poursuit. La course contre la montre a commencé. Jamais la science, en dénonçant le rôle du gaz carbonique dans le réchauffement climatique, n'avait eu une telle influence sur le cours des décisions politiques et économiques. Et au final, sur le choix d'un projet de civilisation. Nous mesurons le taux de CO2 partout dans le monde, et ceci depuis des dizaines d'années. Ces bouteilles en verre, derrière moi, contiennent des échantillons d'air provenant de sites où l'atmosphère est propre. Littoral, haute mer, sommets montagneux, déserts. Et les changements que nous constatons sont considérables. La composition de l'atmosphère est très différente de ce qu'elle a été durant des millions d'années. Le taux de gaz carbonique a augmenté de 35%. C'est une première dans l'histoire de l'humanité. Et le problème qui se pose est que le CO2 que nous produisons reste dans l'atmosphère pendant des milliers d'années. Les 6 premiers mois de l'année 2010 ont été les plus chauds sur la planète depuis 130 ans. En 20 ans, la température moyenne du globe a augmenté de près de 1 degré. Tant que les émissions se poursuivront, la menace qui pèse sur le climat ne fera que s'accroître. On ne peut pas se permettre d'attendre encore 10 ans pour s'attaquer sérieusement au problème. When you look at all the data, when you look at the evidence, when you look at the resource crunches... Étant donné tous les éléments et les preuves dont on dispose, l'épuisement des ressources, les problèmes du réchauffement climatique et la disparition de la biodiversité, les limites environnementales auxquelles on finira par se heurter et la vitesse à laquelle le système actuel s'étend, c'est un véritable mystère qu'une chose aussi simple, aussi évidente, soit tellement difficile à faire entendre aux élites politiques. Le concept de traité climatique international est probablement dépassé, mais personne ne l'a encore admis. Les accords auxquels on aboutit sont insuffisants et pas vraiment adaptés. Kyoto en était le premier exemple. Mais au moins étions-nous parvenus à une certaine entente. La conférence de Copenhague a quant à elle été un échec total. Il faut des années pour négocier ce genre d'accord, et encore des années pour les ratifier. D'ici là, il sera peut-être trop tard. Mr. Carbone peut planer à sa guise. Les hésitations et reculades des décideurs politiques pour trouver un accord international lui laissent le champ libre. D'autant que l'addiction de l'Occident à toutes les énergies fossiles, avec les États-Unis comme référence absolue, s'est répandue à la vitesse d'un virus. La Chine s'évertue à faire mieux que le modèle américain et démarre sur les chapeaux de roue. La plupart des pays occidentaux, notamment l'Amérique, les États-Unis et certains pays européens, sont désormais des sociétés du tout-voiture. Et les économies émergentes comme la Chine et l'Inde prennent le même chemin. Quand j'étais en Chine, il y a quelques années, au cours d'un séminaire, j'ai exprimé mes doutes quant à l'éventualité que le pays soit un jour saturé d'automobiles, comme les États-Unis. Les étudiants m'ont répondu « Mais c'est notre rêve, nous voulons tous une voiture ». Ce à quoi j'ai rétorqué « Peut-être, mais si vous arrivez à 3 voitures pour 4 habitants, comme nous aux États-Unis, votre rêve se transformera en cauchemar. Car dans un pays de 1,3 milliard d'habitants, ça fera plus de 900 millions de véhicules, soit davantage que dans le monde entier aujourd'hui. À Pékin, 2000 voitures sont immatriculées chaque jour.
200 millions sont prévus dans tout le pays en 2020. Cette expansion arrive dans un monde déjà saturé. Les gens n'ont aucune idée de la quantité colossale d'énergie que nous consommons au quotidien. En une seule année, ce sont plus de 4 000 milliards de litres de pétrole qui sont utilisés dans le monde. Si je commençais à consommer 4 litres d'essence par seconde, il me faudrait environ 40 000 ans pour venir à bout d'une telle quantité. Autrement dit, nous consommons par seconde 150 000 litres de pétrole et près de 115 000 litres d'équivalent charbon. Nous sommes en train d'atteindre le pic du pétrole. Et même les réserves de charbon s'épuisent bien plus rapidement que nous ne l'avions prévu. Si nous ne voulons pas en arriver à nous battre pour les restes d'énergie fossile, nous n'avons qu'une seule solution: réduire sérieusement notre dépendance envers ces énergies. Il faut se faire une raison. L'économie mondiale ne continuera pas à croître au XXIe siècle au même rythme qu'au XXe siècle. Les recherches sur les substituts à toutes les énergies fossiles s'accélèrent. Pays développés et pays émergents s'activent pour pallier à la pénurie annoncée et pour limiter leurs émissions de gaz carboniques. On essaie de produire du carburant à partir d'algues, car les avantages sont réels. Cela fait 25 ans que j'effectue des recherches, et une véritable course s'est engagée pour savoir qui sera capable de mettre en place les infrastructures nécessaires à la production de bioénergie. Pour le moment, techniquement, les États-Unis sont très en avance, car ils ont investi davantage. Mais rien n'est gagné, et c'est une lutte sans merci qui s'annonce. La preuve en est que l'année dernière, ExxonMobil a investi 600 millions de dollars dans les algocarburants. Cette société est sans conteste l'une des plus à la pointe dans le monde. Et elle devrait largement contribuer à la réussite des programmes de recherche. Mais toutes les autres compagnies pétrolières ont également commencé à investir dans ce secteur. À quel moment sauter le pas? À quel moment doit-on, en tant qu'entreprise, admettre que les changements climatiques sont suffisamment importants pour qu'on arrête de nier leur existence et qu'on se prépare à en affronter les conséquences? Elle est là, la vraie question. Et je crois que le cap a été franchi au cours des 2 dernières années. L'industrie du tabac a eu une attitude comparable. Elle n'a eu de cesse d'affirmer que les cigarettes ne provoquaient pas le cancer, jusqu'au jour où elle a fini par dire « Écoutez, c'est un choix personnel, mais on sait que les cigarettes contiennent des agents toxiques et on veut vous aider à décrocher ou à vous soigner. » Les compagnies pétrolières en sont exactement à ce stade. Aucune entreprise ne veut être taxée ni voir ses coûts augmenter. Au contraire, elles se battent pour les baisser. Mais il arrive un moment où il faut regarder la réalité en face. Si on continue à nier l'évidence, le jour où la tendance s'inversera, où le public changera d'opinion, on sera pris à notre propre piège. Cette reconversion tardive et partielle concerne toutes les énergies et permet aussi de relancer des économies en plein désenchantement. Lorsqu'on analyse le langage adopté à Davos, le Forum économique mondial, au cours des années 2008, 2009 et 2010, on observe un changement très étrange dans la définition généralement admise de ce qu'est l'économie mondiale. Juste avant 2008, on parle de croissance, de prédominance de la croissance, de la nécessité de préserver la stabilité économique par la croissance. En pleine crise, en janvier 2009, le discours devient plus confus. Que fait-on?
Le modèle a clairement atteint certaines limites. Pour remettre l'économie sur les rails, il faut penser différemment, envisager d'autres perspectives d'investissement. On a beaucoup parlé de relance verte à Davos en 2009. L'énergie, c'est le pouvoir. C'est elle qui fait tourner le monde et celui qui a de l'énergie détient le pouvoir et l'argent. Tout le monde sait ça. Les États-Unis ont le PIB le plus élevé de la planète et ce sont eux qui consomment le plus d'énergie. Il existe un lien direct entre ces deux paramètres et les autres pays le savent. Ils savent que plus ils auront d'énergie et plus leur PIB augmentera. Comment alors réaliser l'indispensable mutation des énergies? S'il n'est pas trop tard, l'heure tourne. Mister Carbone et son réchauffement climatique pourraient nous rattraper, au risque cette fois de faire fondre le produit intérieur brut de tous les pays du monde. D'ici une centaine d'années, nous ne consommerons plus que des énergies renouvelables. Éoliennes, solaires, marées motrices, géothermiques, énergie des vagues. Tout le monde sait qu'on atteindra ce stade d'ici 50 ou 60 ans. La question est plutôt de savoir si on peut y parvenir d'ici 20 ou 25 ans. C'est le temps qu'il nous reste, d'après les scientifiques, pour espérer éviter une catastrophe climatique. Malgré les plans de relance des gouvernements, la crise mondiale a frappé. Et les investissements dans les technologies durables en 2009 ont chuté de 7% par rapport à l'année 2008, pour se stabiliser en 2010. Une exception, la Chine. Pour soutenir sa croissance, ce pays va devoir construire 580 centrales thermiques au charbon dans les 10 années à venir, soit une par semaine. Le gouvernement chinois a aussi investi durant l'année 2009 plus de 100 milliards d'euros dans les énergies renouvelables, un record mondial. La Chine a compris qu'il était nécessaire de développer un système énergétique différent et elle investit massivement dans ce nouveau secteur. La vitesse à laquelle se produit cette révolution technologique éclipse tout ce que l'Occident a pu réaliser dans le même domaine. Ce qui nous a pris plus de 20 ans, la Chine l'a fait en quelques années à peine. C'est un cas d'étude d'une évolution quasiment unique dans l'histoire. Dans la construction de panneaux solaires, la Chine dispose déjà de compagnies capables de fournir la demande intérieure en énergie photovoltaïque et d'exporter partout dans le monde. 45% des panneaux solaires en Californie sont fabriqués en Chine. Le gouvernement a pour objectif en 2020 de produire 20 000 MW grâce à l'énergie solaire. En comparaison avec les 400 MW produits actuellement, l'écart est énorme. Cela représente 50 fois l'énergie produite actuellement. Le défi est grand. Actuellement, nous avons déjà produit plus de 70 millions de panneaux solaires. Nous sommes les leaders en Chine et dans le monde. C'est un marché nouveau que la Chine vient de prendre et le décor high-tech d'un 21e siècle en gestation a tout pour flatter les envies écologiques des visiteurs et bien sûr des acheteurs. Je trouve que notre hôtel à énergie solaire et notre centre de conférence possèdent une atmosphère très romantique. L'énergie des panneaux solaires crée cette atmosphère. L'énergie solaire favorise l'harmonie. Aujourd'hui, le solaire est la meilleure source d'énergie pour l'humanité. La puissance du soleil n'a pas d'égal. Capter quelques heures de son énergie totale
pourrait combler tous les rêves des énergivores les plus excessifs. L'ère des centrales solaires commence et le soleil californien vaut de l'or. Et ils sont déjà quelques-uns à chercher à exploiter ce filon. On n'investit pas dans le solaire pour des raisons altruistes, mais parce que c'est un secteur viable, en plein essor, et qu'on veut en profiter. Bright Source a la chance de pouvoir compter sur quelques gros investisseurs internationaux. Deux des meilleures entreprises, Vantage Point et Draper Fisher, nous ont aidés dans nos débuts, suivis par BP, Chevron, Google et quelques autres. Mais l'impulsion des États est indispensable. Et si 12% du plan de relance américain est dédié aux énergies propres, c'est encore une part modeste. Parmi les principaux États possédant des espaces désertiques, le premier choisi est le Nevada. C'est dans cette zone aride, propice à une grande concentration de panneaux photovoltaïques, que la plus grande centrale solaire du pays a été construite, tout près de Las Vegas, ville de tous les excès. Visite d'un de ces lieux où Mr. Carbone est prié de s'en aller. Cette centrale produit annuellement environ 130 000 MWh, de quoi alimenter 15 000 maisons d'une ville américaine typique. L'électricité est acheminée vers le réseau via les pylônes qui se trouvent derrière la salle de contrôle. Elle est produite derrière ce bâtiment marron tout au fond, puis elle passe vers la salle des commutateurs qui se trouve à côté. Et de là, elle est envoyée à Las Vegas. La centrale ne tourne que pendant la journée. Un comble pour cette ville qui vit la nuit. C'est ainsi que ce pays, premier consommateur mondial d'électricité, reste tributaire de ses centrales au charbon. Étant donné la quantité d'énergie produite par le Soleil, notre problème n'est pas un problème énergétique, mais de captage et de distribution. Chaque jour, le Soleil fournit 5000 fois la quantité d'énergie qui nous est nécessaire. Il nous reste juste à réussir à la capter et à la distribuer pour pouvoir l'utiliser correctement. En 2009, la production d'électricité d'origine renouvelable des États-Unis est inférieure à celle de l'Europe et même à celle de la Chine. Avant que les émissions de gaz carbonique puissent diminuer, Mr. Carbone a encore de belles nuits en perspective. Et à l'échelle mondiale, il a le temps de voir venir. Actuellement, tout le monde est obsédé par la même question. Étant donné la quantité colossale d'énergie nécessaire au fonctionnement de la planète, comment gérer la situation? D'ici 2050, on va devoir fournir environ 14 000 gigawatts d'électricité propre. 1 gigawatt correspond à peu près à la production d'une centrale nucléaire. Il va donc falloir construire l'équivalent en production de 14 000 centrales nucléaires d'ici 2050 pour régler le problème des émissions de CO2. L'avenir dépend entièrement de notre capacité à nous engager, de la volonté des gouvernements de s'atteler à la tâche et de procéder à des transferts réels de subventions et de financement des énergies fossiles vers les énergies propres. Ce n'est pas avec des politiques de saupoudrage qu'il sera possible de répondre aux besoins de la planète. L'éolien et le solaire réclament de tels investissements et tant d'espace pour les construire qu'ils resteront pour l'instant des sources d'énergie d'appoint, sans oublier l'empreinte écologique de l'un comme de l'autre. Le problème est qu'aucune de ces énergies renouvelables ou alternatives ne peut être produite sans une importante utilisation d'énergie fossile. Prenons un exemple. Les différentes pièces de métal nécessaires à la fabrication des structures et des systèmes de fixation des panneaux photovoltaïques ne sont pas produites avec de l'énergie solaire.
Elles ont été élaborées et assemblées ailleurs, quelque part dans le monde, et à chaque étape de ce processus de transformation, on a utilisé du diesel, de l'essence, du kérosène, de l'électricité ou toute autre énergie fossile. À l'ouest d'ici, nous avons d'immenses parcs éoliens. Celui d'Altamont Pass est l'un des plus grands du monde. Mais pour que l'énergie du vent puisse être transformée en électricité, il a fallu doter la turbine des éoliennes d'un générateur à aimant permanent. En l'état actuel des choses, la production de toutes les énergies alternatives dépend essentiellement des énergies fossiles. C'est ce qui rend difficile son développement à grande échelle. Mr Carbone continue à rôder dans les parages des énergies renouvelables. Et son empreinte ne disparaîtra qu'au terme d'un nouveau questionnement sur ces technologies. La seule façon de connaître la viabilité à long terme d'une énergie alternative consiste à tester ce que j'appelle sa reproductibilité. Il faut se demander combien sa propre production exige d'énergie et quelles en sont les incidences. Elle est là la vraie question. Quels sont les polluants émis au cours de tout le processus ? En attendant cette alternative idéale, les éoliennes et le solaire représentent seulement 3% de l'énergie mondiale. Pour mieux faire, on bat le rappel de toutes les capacités du high-tech. À l'échelle continentale cette fois, avec par exemple l'ambitieux projet d'un consortium européen baptisé Desertec. C'est un projet fantastique. Il faudra du temps et de la patience, mais l'idée d'acheminer de l'électricité de cette zone très ensoleillée qu'est le Sahara vers l'Europe est parfaitement viable. À long terme, le potentiel de ce programme est considérable. Il faudrait 400 milliards d'euros pour réaliser ce projet soutenu par le gouvernement allemand. Il pourrait couvrir 15 à 20% des besoins européens d'ici 2025. C'est le rêve de centraliser les énergies naturelles provenant de plusieurs continents. Des centrales thermiques solaires seraient construites en plein cœur du Sahara et reliées à un réseau dirigé vers l'Europe. Il serait renforcé par l'énergie produite par les éoliennes offshore de la mer du Nord. L'ère des grands projets pour sauver la planète a commencé. Le capitalisme vert, c'est rien d'autre que cette volonté d'adapter la planète, d'adapter l'écologie et, si nécessaire, d'adapter l'humanité elle-même aux besoins du toujours plus. Adapter la planète, je dirais que tout est prêt. Si vous prenez aujourd'hui les principaux projets financiers à l'échelle internationale, vous trouvez quoi? Vous trouvez par exemple la généralisation des techniques de modification artificielle du climat. Vous trouvez ce projet de créer un immense bouclier artificiel autour de la Terre pour le protéger du soleil. Vous trouvez le projet de mise en orbite de milliards de petites lentilles de 60 cm de large pour filtrer la lumière solaire. Ou le projet de fabriquer artificiellement des nuages grâce à des structures flottantes de 3000 tonnes conçues pour activer des générateurs par le mouvement des vagues. Tout est prêt. Tout est prêt. Je dirais, les connaissances scientifiques, l'autonomie des grandes firmes, on calcule déjà le retour sur investissement. Tout est prêt, les fantasmes, l'idée d'un monde sans limite. Tout sera fait plutôt que de remettre en cause les logiques dominantes. Mais en matière de projets pharaoniques teintés d'écologie, la Chine reste la plus ambitieuse.
À la mesure de son capitalisme d'État, dont l'excédent commercial permet toutes les audaces, elle se lance solennellement dans une nouvelle longue marche, verte cette fois. Octobre 2009, pour le défilé du 60e anniversaire de la victoire de la révolution de Mao Zedong, les commentateurs récitent le nouveau credo officiel. After 60 years of work, China has worked to create a stable supply of economic, clean, and safe energies. This float highlights China's energy achievements. It's powered by solar panels, the only one in the parade. This formation represents ecology and environmental protection. New China issued its first comprehensive regulations on environmental protection in the 1960s, and in the 1990s, environmental protection was upgraded to a state policy. The scientific outlook on development calls for sustainable development, a well-off life, and a sound ecosystem. And this requires environmental awareness. Si la Chine vante son développement accéléré des énergies alternatives, elle résout plus difficilement sa formidable urbanisation. 1 milliard de citadins sont prévus en 2030. Des maquettes de projets de villes propres fleurissent un peu partout. Pourtant, aucune encore n'a vu le jour. Mais l'habillage écologique d'un projet aide à trouver les investissements pour commencer les travaux. Les promoteurs de Zhaofeidian, proche de la ville de Tangshan, à 250 km de Pékin, ont vu grand. Du colossal écologique. 原来这就是一片盐碱滩土地，现在你看，起码变成地了，现在形成了这个陆域，这速度就够快的了，非常快。我们测算一下，这个30平方公里的建设大概得用4000亿人民币的投资。他们做这么这个宏伟的事，有魄力的这个，这么宏伟的事，确实已经超出了。是我们按照唐山这个，按照唐山这水平，30平方公里，是我们10年全部才能收，不干别的就干这事儿。关键是我们这个在建设这个上面没有得到这个国家和省市的大力支持，全是靠着地方财力一点点在做。动员社会力量、社会资金。对，现在和资本市场国际理念有管道，国际资金不多，国际资金不多。这是金融危机吧？对，金融危机之后，国际资本。中国经济也就靠着这些东西拉动的，要没有这些大规模的城市建设，中国经济早垮了。将来这些项目要起来以后，这些个新的理念能够真的这个建设起来了，这不得了！从海上修一条道。 Le film de promotion de Zhaofeidian nous fait d'ailleurs la promesse d'un Eldorado écologique. On y retrouve toute la mythologie du consumérisme à l'occidental, conforme au mot d'ordre du Parti communiste chinois. Une meilleure ville pour une meilleure vie. 曹妃甸国际生态城，在这块盐碱滩涂上，即将建起一座高度开放、高度繁荣、高度文明的未来之城。 一座文化创新、体制创新、环境创新的创新之城，一座产业协调、资源协调、生活协调的生态之城。La construction de Zhaofeidian vient juste de commencer. Nous avons relevé une forte pollution venant de Tangshan. Sur les cartes du Bureau de la protection de l'environnement de Tangshan, on constate que la pollution des eaux et des sols et la pollution atmosphérique viennent des aciéries de Tangshan, qui n'appliquent pas la réglementation. Ce n'est pas un cas isolé, et le gouvernement chinois vient d'agiter la menace de fermer plus de 2000 usines pour non-respect des réglementations. Au premier semestre 2010, les émissions de gaz carbonique de la Chine ont augmenté de plus de 3%.
Il est difficile de croire que ces investissements dans les technologies renouvelables suffiront à renverser le processus, ni même à le ralentir. Le modèle économique de développement à outrance l'emmène droit dans une impasse. Et ce pays n'est pas le seul. La planète entière est concernée. Mr. Carbone s'en délecte. L'arithmétique de la croissance mondiale n'a plus de secret pour lui. Nous ne savons pas encore comment créer des économies stables, utilisant peu d'énergie et offrant les mêmes chances à 7 milliards d'individus ou plus, sans dépasser les limites de l'environnement. La course contre la montre pour stabiliser l'augmentation de la température à 2 degrés laisse de côté les prévisions démographiques. Il va falloir compter avec 9 milliards d'individus sur la planète en 2050, soit 2 milliards de plus qu'aujourd'hui. L'augmentation du revenu moyen par habitant va aussi impliquer un surplus de consommation qui alourdira le lien entre mode de vie et gaz carbonique. L'efficacité des technologies s'est améliorée ces dernières décennies, ce qui est positif. Et pourtant, les émissions de gaz carbonique ont continué d'augmenter. Pourquoi ? Parce que l'économie s'est développée et que nous sommes plus nombreux. Ces deux paramètres ont toujours évolué plus rapidement que notre capacité à créer les technologies permettant de réduire les émissions de CO2 par dollar. Tout le problème est là. Il s'agit de développer la technologie plus rapidement que l'économie. Un vrai pari, loin d'être gagné, sans faire basculer l'ensemble de nos sociétés dans une autre vision d'un bien-être aux couleurs de l'Amérique. Nous pouvons subvenir à nos besoins grâce aux seules énergies renouvelables, mais sans pouvoir conserver notre mode de vie. On s'attend à ce que tout fonctionne 24 heures sur 24, à ce que les magasins restent ouverts en permanence. On veut pouvoir cuisiner en pleine nuit ou tôt le matin. Si l'offre ne satisfait pas systématiquement la demande, il faut prendre davantage conscience de la quantité d'énergie que nous consommons. Einstein disait toujours que tant qu'on a la tête sous forme d'un marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Tant que nous aurons la tête formatée par l'économie, on ira toujours chercher la solution à tous les grands problèmes sociaux dans le toujours plus de production, toujours plus de consommation, c'est-à-dire bien sûr toujours plus de pollution et toujours plus d'émissions de carbone. Il faut reconnaître que c'est une société diablement efficace. Nous sommes tombés dans la marmite de la société de consommation il y a 70 ans et on en veut encore. La dynamique économique et sociale, je dirais presque la dynamique psychologique, nous piège et nous oblige à produire toujours plus d'émissions de carbone. C'est une logique sociale puissante qui touche à la nature même de notre place dans la société et qui fait que les biens et les aspirations matérielles et la façon dont nos vies sont organisées ne sont pas juste des futilités. Car au-delà de la simple fonction matérielle que remplissent la nourriture, les vêtements et le logement, les biens matériels acquièrent une dimension psychologique et sociale. Cette dimension se révèle très importante pour des gens ordinaires. C'est à cause d'elle que nous vivons dans une cage en fer et que la logique sociale est si puissante qu'un individu seul aura du mal à y échapper. Never thought about the lies you told. You never thought
le terme de croissance, comme le terme de travail, ou de production, ou de consommation, sont des mots poisons, c'est-à-dire des mots qui nous empêchent de penser. Quand on parle de société de consommation, on s'imagine toujours que c'est simplement une société où on consomme plus que dans une autre. Mais ça, c'est l'apparence. En réalité, une société de consommation, c'est une société où on a désappris à avoir un certain type de rapport aux objets. La société de consommation, c'est la casse des cultures traditionnelles, c'est la casse des cultures populaires. Et les pays qui n'y sont pas encore tombés ne demandent que ça. Actuellement, les États-Unis, tout l'Occident, et même certains pays comme l'Inde et la Chine, sont pris au piège de l'impératif de croissance. Les programmes, les politiques et les mesures à mettre en œuvre pour régler efficacement les problèmes de nourriture, d'eau, d'énergie, de changement climatique, etc., se heurtent à la logique du monde des affaires, à la logique de croissance. La solution, ça ne peut sûrement pas être de faire la même chose en moins. C'est pas en apprenant à se serrer la ceinture un peu beaucoup passionnément ou à la folie qu'on y arrivera. C'est en inventant des modes de vie, des façons de produire et de consommer radicalement différents. L'unique solution, si nous voulons évoluer dans le bon sens, c'est que les individus agissent à leur niveau, prennent en main leur communauté et la restructurent. Il s'agit d'intervenir localement. C'est aux villes à mettre en œuvre, à leur façon, ces nouvelles politiques. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se produire. Nous voyons des villes, des familles, des communautés ouvrir la voie à un avenir à bas carbone. Il existe tout un mouvement, appelé Ville en transition, qui propose de produire davantage de nourriture à l'échelle locale, d'isoler les constructions, de développer le solaire et d'autres énergies alternatives au sein de la communauté. En Angleterre, à Totnes, le mouvement Ville en transition a pris naissance il y a 4 ans. Oh yay! Oh yay! Oh yay! Welcome to the Totnes Home Energy Fair in the Civic Hall. Ce n'est pas une question d'énergie, de nourriture, d'habitat. C'est tout le système qu'il faut changer. Nous sommes tous dans une période de transition, qu'on le veuille ou non. Il ne s'agit pas de dire « allons dans le désert bâtir une ville nouvelle ». N'importe qui peut faire ça, c'est facile. Totnes existe et on ne va pas la démolir pour la reconstruire. Et c'est à partir de cette base que l'on va créer une ville durable, adaptée au XXIe siècle. À l'avenir, les questions environnementales seront au cœur de nos préoccupations. Quelles que soient leurs appellations, ces mouvements se répandent partout dans le monde. À San Francisco, ce même idéal post-carbone investit les espaces libres de cette mégapole. On cherche des espaces vides, que ce soit des terrains vagues, des trottoirs ou même des rues. N'importe quelle surface qu'on puisse mettre à profit pour subvenir à nos besoins en nourriture, en combustible, en médicaments, en tissus. N'importe quel endroit pouvant accueillir un système intégré de production. Notre démarche est créative. Mais la grande priorité de notre communauté de permaculture, ce sont les jardins. C'est 700 hectares en plein San Francisco qui attendent d'être mis en culture. Pour moi, c'est un choix éthique spontané.
Le mouvement se développe, parfois lentement, mais il prend de l'ampleur. Partout en Californie, l'attitude post-carbone prend sa revanche sur le rêve ébréché du toujours plus de l'Amérique. Vous marchez dans la rue et tout autour de vous, vous voyez des citronniers, des pruniers, des poiriers. Vous découvrez le savoir-faire de vos voisins. Vous continuez d'avancer et vous imaginez que toutes ces pelouses disparaissent au profit de potagers. Le gars qui habite là cultive 60 variétés de fruits et légumes. Il y a énormément de possibilités. L'union de nos efforts peut faire la différence. Qu'on soit de gauche, de droite, ouvrier, hommes d'affaires ou écologistes, tous ensemble, on essaie de renforcer notre communauté. When we look at these voluntary initiatives to live toutes ces initiatives volontaires de gens qui souhaitent mener une vie plus simple et parfois plus gratifiante devraient nous émerveiller. Parce qu'elles relèvent du sens éthique très puissant d'un nombre relativement restreint d'individus qui nous disent « La logique actuelle est injuste, immorale. Elle ne tient pas compte des aspirations des 2/3 de la population mondiale et aboutira à la destruction de l'environnement. Nous avons donc décidé de vivre autrement, d'essayer de faire d'autres choix. » Le mouvement Ville en transition suscite un intérêt phénoménal partout dans le monde, sur tous les continents. Il s'est implanté au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Australie, en Chine également, et dans presque toute l'Europe. Et il est intéressant de noter les variantes culturelles. Selon les pays, les gens appliquent notre programme un peu différemment. Ils s'approprient certains de nos concepts en les adaptant à leur culture. Dans chaque pays où de telles initiatives prennent forme, elles suscitent une réflexion sur leur dépendance avec le système économique global. J'appelle ça l'économie Cendrillon. Dans une certaine mesure, elle existe déjà. Nous avons des exemples d'initiatives communautaires à petite échelle qui permettent de créer des emplois, de développer des activités à faible empreinte carbone et peu gourmandes en ressources naturelles. Ce genre d'initiative préfigure ce que pourrait être un nouveau système économique. La crise est aussi passée par là pour accélérer des choix de rupture. Et Willits, petite ville du nord de la Californie, vient de franchir le pas. Rompre, en partie du moins, avec le dollar américain. À l'instar de quelques autres communautés dans le pays, la population a choisi d'inventer un autre mode de consommation. They're $5, they're wooden. Who doesn't like a wooden nickel? I loved them. I hung on to them when I was a kid, whether they were good for anything or not. $5 for me, I like to think that they're backed by beer. And right now, a pint does cost you $5. I can also give you a piece of paper that says it's worth one beer, but this is a lot more fun. They can also go to Mulligan's Books and buy a book, or if they have 25 of them, they can go get a massage. The idea behind this currency is to have that currency recirculate locally. Other communities have put quite a bit of local currency into circulation, and then it can have a much larger effect. Okay, so what we have right now is a crisis of money.
So what we're trying to create is a system that will allow that trade to happen regardless of what's happening outside. The system relates it to a breakwater in a community, like on a harbor, where you wouldn't just leave your harbor open to waves that come in and crash your boats to smithereens. You put up a breakwater so that it can keep the waters calm inside. You're not closing it off. Those boats go in and out, okay? But it just creates a little more stability for that harbor, protects the delicate structures inside that site. How many businesses are involved? There's a gallery about to open and a nightclub that are about to take it. That would make 32 businesses. It's great. You found peace of mind just beyond the hills. A bottle in your hand, a pocket full of bills. Actually, when you think about transition, lorsqu'on envisage un modèle de transition, on ne peut pas se contenter de dire « voilà un bel exemple d'activité économique qui pourrait marcher ». Il convient de s'interroger sur la structure même d'un tel système et de se demander alors s'il est applicable à grande échelle et si les motivations sont les bonnes. Presque toujours, la réponse est non. C'est donc tout notre système actuel qu'il faut remettre en cause si nous voulons avoir une chance que cette économie Cendrillon devienne un projet d'avenir. On doit créer des modèles de business, d'entreprise, d'activités économiques qui atténuent les aspects les plus contestables du capitalisme. Établir de nouveaux systèmes de propriété communautaire, définir un nouveau partage des activités publiques et privées. Ce modèle doit se construire d'abord autour d'une idée simple. La prospérité est un bien partagé qui existe grâce aux relations sociales. Et ensuite, en plaçant les relations et la solidarité au cœur de notre modèle social. Et tout cela n'est possible qu'en créant les espaces nécessaires. La décroissance n'est pas un concept scientifique. C'est un mot obus qui sert à pulvériser l'idéologie dominante et à basculer sur un nouvel imaginaire. Et je dirais que le grand enjeu aujourd'hui, c'est de coupler ce mot obus qu'est la décroissance ou l'antiproductivisme ou l'anticapitalisme avec une série de mots chantiers. La relocalisation face au mondialisme, le ralentissement face au culte de la vitesse, la coopération contre l'esprit de concurrence, la planification démocratique contre le tout marché, la simplicité volontaire contre le mythe de l'abondance, le partage, la gratuité, contre la marchandisation. Mais ça ne peut pas être bien sûr la gratuité de n'importe quoi. Déjà parce que la gratuité a un coût. Donc ça doit être forcément une gratuité économiquement construite, politiquement construite, culturellement construite. Je crois que finalement, ces mots chantiers ne font peut-être pas encore un programme de société, de civilisation, mais en défont déjà beaucoup. Et finalement, il existe aujourd'hui des possibilités, je dirais, de faire, non pas des pas en arrière, parce que la décroissance, c'est pas le retour au passé, mais un pas de côté, pour tout simplement rouvrir le champ des possibles, pour reprendre espoir. Ce n'est pas en culpabilisant les gens qu'on peut y arriver, c'est simplement en suscitant le désir, en donnant envie de changer de vie et, je dirais, de société. Cette fois pourtant, il faudrait aller vite. Mais les lendemains qui chantent n'ont pas encore trouvé leur mélodie. Il nous manque des illustrations de la vie meilleure. Mais pas du tout. Bah, excusez-moi, mais une société plus sobre ou plus écologiste est beaucoup plus intéressante. On vit beaucoup mieux, les relations sociales sont bien meilleures. Détrompez-vous, on est plus tranquille. Enfin, je ne sais, moi. Ça nous manque, voilà. Et ça, c'est quoi? Ce sont des écrivains, des cinéastes, je ne sais moi, ou des romanciers. Ce ne sont pas des pauvres négociateurs à inventer le futur. Il faut trouver l'art de faire table rase et repartir à zéro. Déjà, il y a 40 ans. Et puis ça carburait, hein? Il y a même un compteur pour compter. Bon, nous emballons pas. Récapitulons d'abord. Au départ, l'envie de bouger, de se déplacer.
d'aller ailleurs, de changer d'air. Le plus vite possible. Ça, pas de problème, c'est sûr. Ça c'est sûr, mais ce qui est absolument sûr, c'est que ce foutoir mécanique, c'est pas la solution. Si je suis loin de toi et que j'ai envie de te voir. Pourquoi me voir? Oh bah, pour te parler par exemple. Bah, tu trouveras toujours quelqu'un à côté de toi pour parler. Oui, d'accord. Et si j'ai envie de toi? Ben, c'est pareil. Tu as toujours quelqu'un à côté de toi. Comme moi, j'ai quelqu'un à côté de moi, regarde. Lors de la conférence sur le climat en décembre 2010 à Cancún au Mexique, ce ne fut pas l'an 01. Changer d'habitude et bousculer nombre de situations acquises n'ont pas fait partie du programme. Les pays n'envoient pas leurs scientifiques et leurs visionnaires, mais leurs diplomates et leurs avocats. Le résultat est donc prévisible. Il n'en ressortira rien. Rechercher un accord international tout en préservant les intérêts de chaque pays risque de prendre beaucoup de temps. Promettre la sortie de la crise climatique par la science et la technique, au besoin dans 50 ou 80 ans, ne suffit pas. Mister Carbone est un adversaire capable de mettre en péril toute notre planète. Et c'est de choix de société dont nous avons besoin, en admettant l'hypothèse radicale d'une prospérité sans croissance.